Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, on vous embarque pour 52 minutes d'émission qui fleure encore bon les vacances. Ressortez les valises car on va parler ce matin de voyage avec notre invité d'honneur Michel Salin, PDG du groupe du même nom, passé de simple autocariste à poids lourd du tourisme mondial, basé à Pont-de-Buis dans le Finistère. Michel Salin, un globe-trotteur avec 136 pays au compteur, par passion mais aussi parce qu'il n'envisage pas de vous vendre un voyage s'il ne l'a pas testé avant, c'est ce qu'il nous dira tout à l'heure. Au sommaire également, dans le domaine de la famille, nous retrouverons notre chroniqueuse Gwendoline Brahim. Elle nous donnera des astuces pour que cette rentrée se passe au mieux, bien entendu. Nous parlerons aussi ce matin du cancer du col de l'utérus. Il touche 3000 femmes chaque année et il est responsable malheureusement de plus de 1000 décès par an, d'où l'importance du dépistage, et ce de 25 à 65 ans. C'est ce que nous dira le professeur Vincent Lavoué du CHU de Rennes. Nous donnerons en outre un coup de projecteur sur une jeune créatrice de mode originaire des Côtes-d'Armor. Elle s'appelle Carla Renaudat. Elle confectionne de la lingerie sans complexe, c'est son maître mot. Pour élargir sa gamme, elle lance un appel au financement participatif. Et puis nous jouerons au bridge ce matin, et oui, un sport de l'esprit que vous pouvez pratiquer près de chez vous. La Bretagne compte 49 clubs et la France pas moins de 6 champions du monde. Et oui, Jean-Louis Guillot, le président du comité de Bretagne de bridge, sera avec nous dans quelques instants. Sans oublier évidemment l'ami Billy que nous retrouverons au zoo de la Bourbansais en Ille-et-Vilaine, au milieu des animaux. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo, ma chère Catherine, comment allez-vous? Ça va bien, ça Laurent, va bien. vous? Impeccable, en forme. Il fait beau, bonne nouvelle, il fait beau sur toute la Bretagne, quelques petits nuages par-ci par-là et il fera notamment 25 degrés jusqu'à 25 à Pont-l'Abbé, d'où est originaire notre ingénieur du son Jean. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Bonjour à lui et puis à tous les gens de Pont-l'Abbé où les bigoudens ont des dentelles de chouette. Bien sûr. Oui, les broderies, les moulins, le chemin de halage, magnifique ville en tout cas. Bonjour à vous. Alors bonjour à vous et bonjour à vous un peu partout. N'oubliez pas, vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de France 3 Bretagne. Elle est diffusée en live. Alors on attend vos questions, vos réactions. Cette émission, c'est la vôtre. 9h50 le matin à Bretagne. C'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. On vous accueille en cette jolie matinée ensoleillée sur toute la Bretagne. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Petit soleil s'il en est, comme toujours. Vous rentrez de vacances, c'est ça. Belle et bronzée et pleine de bonne humeur, comme toujours. Bonjour Vincent Lavoué. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes un habitué maintenant de l'émission, vous êtes déjà venu à la saison dernière. Vous parlez évidemment de santé, de médecine. Et nous, on parlerons ce matin du cancer du col de l'utérus avec vous. Carla Renaudat, bienvenue également. Merci. Voilà, on parlera de lingerie avec vous. Oui. Et puis à vos côtés, Michel Salin. Bonjour à Bonjour. vous, bienvenue. Vous êtes le PDG du groupe Salin, ça ne s'invente pas. Vous êtes devenu un grand nom du tourisme mondial. C'est une histoire familiale et on va se pencher dessus un petit peu ce matin, ainsi que sur l'avenir de votre groupe, évidemment. Je vous propose d'abord de tirer un premier petit papier. Justement, on va se pencher un peu sur cette histoire de famille. On va voir un petit peu d'où ça vient, cette histoire du groupe Salin. Alors, Aïeul d'Amérique. aïeul d'Amérique. En fait, c'est votre grand-père Oui. qui a fondé le groupe Salin. Mon grand-père était commis de ferme dans le Finistère à Colorec. Mhm. Et il a décidé, comme beaucoup de Finistériens dans la région de Gourin, du centre Finistère, de partir aux États-Unis en 1927 Il fallait oser. en bateau. Il a pris le bateau au Havre. Donc j'ai retrouvé toutes les archives de son départ, de son arrivée à New York. Il est arrivé donc quelques jours plus tard. Il s'est installé à New York où il est resté pendant 5 ans. Il a travaillé dans une briqueterie, donc qui a été aujourd'hui démolie. Je suis allé plusieurs fois à l'endroit où il a travaillé. Il est revenu en 1932. Donc il était marié, mon père était né. Forcément, à cette époque-là, on ne téléphonait pas, donc il correspondait par courrier. Et quand il est venu, en fait, il a dû mûrir un petit peu sa décision. Il a acheté un autocar plutôt que de s'acheter une ferme. Ah, c'est comme ça que tout a démarré. Alors on Et voit oui. d'ailleurs cette archive, on va retrouver ce premier autocar. Une photo de mon grand-père c'est fou. et mon père qui regarde attentivement. Alors voilà, les transports Salin, c'est parti de ça. C'est parti en 1932 comme Voilà, cela. c'est une belle histoire. Allez, on va voir que vous aussi, vous êtes très vite tombé dans le chaudron. Je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va en savoir plus sur vous, votre histoire, vos débuts justement dans ce groupe. Parce que finalement, vous vous êtes très vite prêté au jeu, en fait.
très très vite, vous êtes tombé dans la marmite. Mes débuts de chauffeur. Parce que vous avez commencé comme chauffeur. En fait, oui, j'ai fait un bac D à Saint-Louis à Châtelain, un DUT de transport logistique. Quand je suis rentré dans l'entreprise familiale en 1982, il n'y avait que 14 autocars. Donc la matière, nous cherchions des chauffeurs à l'époque. Et c'est ce qui m'intéressait surtout, c'est de conduire, de faire des tours d'Europe. Puisque j'étais guide avant d'avoir mon permis pendant les vacances. Donc j'ai commencé à rouler. J'ai fait pendant 6-7 ans des tours d'Europe avec des clients essentiellement finistériens, puis bretons. Ouais. Et vous aviez une destination préférée? J'allais beaucoup en Autriche, en Italie, mais à l'époque, on était un petit peu frustrés de ne pas voyager vers l'Est, puisque les frontières se sont ouvertes en 1990. Moi, j'ai commencé à rouler en 82. Très bien. Mais écoutez, vous allez continuer à nous raconter cette merveilleuse épopée du groupe Salin tout au long de cette émission. On va retrouver un autre aventurier, il s'appelle Billy. On va le retrouver aux Eaux de la Bourbansais. Il adore les animaux, mais alors là, vous allez voir, il va être au cœur de tout ce qu'il aime. Voilà. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, je suis comme un gamin. Ici, on est là aux Eaux de la Bourbansais. Olivier nous accueille. Bonjour Olivier. Bonjour Billy. Ça va bien? Bien, merci. Non mais moi c'est un bonheur parce que ici, pour la saison 2, on va suivre le zoo. Avec grand On va plaisir. suivre le zoo de la Bourbansais. Donc j'en rêvais de le faire, et ça y est, la productrice nous l'a fait. Alors Olivier, dis-nous, moi je tutoie tout le monde, alors je vais être obligé de tutoyer. Hein. Parfait, aucun Dis-nous, problème. quand on vient ici à la Bourbansais, qu'est-ce qu'on peut voir? Écoutez, on peut voir pas mal de choses. D'abord, comme vous le voyez derrière moi, un joli château. Voilà, la vue est juste magnifique. Je coupe juste 2 secondes, mais là on a des girafes, un château baroque, Voilà. c'est ça? Voilà. 2 beaux gosses devant. Enfin, la vue est juste splendide. Dont hein. un très beau. Voilà, Deux beaux, on dont dira un pas très beau. lequel c'est. Non, donc effectivement, c'est la Bourbansais, c'était notre baseline, un site 4 découvertes. Et D'accord. parce que ce que l'on souhaite, c'est effectivement pour les familles, tous les publics, avoir une diversité de l'offre touristique. Et donc on avait ce château qui est un château de famille depuis l'origine, depuis sa construction au XVIe siècle. Ok. Et Ta donc famille? de par le temps, absolument ma famille. Tous mes ancêtres sont enterrés dans la chapelle depuis Sympa, 500 ça. ans. Donc effectivement, ça motive pour conserver, cette maison, et puis faire en sorte qu'elle traverse notre époque, une époque, avec des choses intéressantes à faire. Mes aïeux ont fait beaucoup de politique au 19e, au 20e de l'agriculture, et donc maintenant, au 21e siècle, c'est la partie plus touristique. Et Donc, préservation des animaux. Quoi. et bien évidemment, si on veut bien faire son travail, et maintenant 99,9% des professionnels de la zoologie font ce travail, c'est que les parcs zoologiques modernes ont 4 missions. Une mission de divertissement qui est incontestable, une mission de pédagogie, qui est fondamentale, une mission de conservation qui est absolument, également fondamentale, et une mission de recherche scientifique. C'est ce qu'on a fait par exemple avec les universités d'été. D'accord, ok. Ça, c'est pour la partie zoologique qui est importante, mais vous avez donc la partie historique avec la visite intérieure du château. Donc on peut visiter aussi le zoo. Exactement. On peut visiter château. et les animaux Voilà. et le château, pardon. Absolument. Et le château, par le biais d'une visite guidée et commentée, D'accord. et des jardins, puisqu'on a notamment 3 jardins. Le jardin La Française que vous voyez derrière, le jardin du Carrousel qui est, un jardin façade sud, et puis vous avez le jardin potager que l'on a entièrement rénové, restauré, suivant les plans d'origine du XVIIe siècle. Un bon programme. Hein. Un bon programme, vous pouvez y passer toute une journée. On passe la journée ici. Voilà, J'ai cru voir en champêtre plus et tout à bucolique. l'heure qu'on avait des animations au fur et à mesure de la journée. Tout à fait, on a ce qu'on appelle des goûters animaliers. Les goûters animaliers, ça c'est dans notre mission plutôt de pédagogie, où effectivement on n'expose plus simplement les oiseaux et les animaux, mais on a nos soigneurs qui sont, des pédagogues, qui font effectivement tout un historique sur les oiseaux, les animaux, qui évoluent dans le monde entier. Filles, on va avoir un programme de fou cette année ici aux Eaux de la Bourbansais. Bon, on se rejoint tout à l'heure parce que tout à l'heure j'ai plein de petits trucs encore à vous montrer. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup Billy, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Merci infiniment. Gwendoline Brahim, qui est avec nous, évidemment, connaît le zoo de la Bourbansais. Oui, c'est chouette le zoo de la Bourbansais. On peut y passer la journée en plus, pique-niquer, c'est très grand, il y a beaucoup d'espace. Non, c'est vraiment chouette. Il faut y aller. Alors vous qui êtes notre spécialiste famille, vous allez nous donner ce matin des astuces pour bien réussir cette rentrée. Oui, ça y est, c'est la rentrée scolaire. Enfin, c'était hier. La fin de ces longs mois de vacances. Et donc, les vacances des parents commencent hier, en fait, c'est ça. On va dire ça comme ça. Et donc, voilà, la rentrée, ça rime souvent avec les fournitures scolaires. Donc, si on a eu la chance d'avoir la liste avant, début juillet, ça arrive parfois, ça va, on est relativement sauvés, on n'est pas dans la foule de tous ceux qui vont se presser. Donc là, surtout ce week-end, je pense, pour les fournitures scolaires.
On peut aussi les commander en avance, mais bon là, c'est cuit. Et pour éviter que les enfants les perdent, parce que c'est souvent ça, on remplit la trousse de crayons, mais finalement, au bout de 2 mois, ils perdent la moitié et les habits avec, on peut leur commander. Alors c'est très sympa, c'est des toutes petites étiquettes. C'est un petit carnet où vous pouvez les coller sur les vêtements, sur les crayons, enfin voilà, comme on voit là. Vous mettez le nom de... personnalisées. Voilà, c'est des étiquettes personnalisées au nom de l'enfant. Vous en avez pour les vêtements qui souvent se perdent un petit peu partout dans la cour de l'école. Sur les crayons, bon après, on passe pas à 2 heures à étiqueter tous les crayons, parce que... Non, parce que là, j'allais vous dire, sinon on a un il faut petit peu de boulot, commencer au mois de juin. Ouais. Mais alors c'est très 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 pratique. Et même pour les chaussures, les enfants qui connaissent pas, enfin qui savent pas trop comment mettre leurs chaussures, la gauche, la droite, c'est fait aussi pour ça, pour les enfants qui ont des allergies. Si à la cantine il y a un petit suivi avec voilà, les allergies alimentaires, on peut mettre dessus pour que le personnel scolaire soit au courant. C'est très pratique. Et ils en font aussi pour le centre de loisirs, pour les colonies. Et moi, depuis que j'utilise ça pour les enfants, on perd beaucoup, beaucoup moins de choses à l'école. Ça, c'est une première petite astuce. Voilà. Alors, comme vous avez encore plein d'idées à nous donner, dites-nous tout. Vous êtes intéressé aussi aux livres. Oui, parce qu'on a la rentrée au CP pour certains. Donc le CP, c'est un peu la nouveauté. Ils sont contents, mais ils ont un petit peu peur de ne pas réussir à suivre. Puis il faut quand même donner le goût à la lecture, parce que c'est pas le tout de les faire travailler en classe. Il faut aussi qu'arrivent à la maison, que ce soit pour le week-end, les périodes les vacances scolaires, et les enfants continuent à lire. Et donc, il y a plus en plus de petites séries comme ça, de livres qui sont faits spécialement pour les enfants qui débutent la lecture. Alors, celui-ci, par exemple, je suis au CP. Alors, ils sont très bien faits parce que là, on voit, c'est niveau 1. Donc, c'est vraiment pour les premiers mois de lecture. Ensuite, on passe niveau 2, donc c'est la suite de l'histoire. Et le niveau est un petit peu plus complexe au fur et à mesure. Et on peut continuer comme ça. Je dois en avoir un. Hop, au CE1. Alors là, c'est pour les plus grands. Et ce qui est très chouette, c'est qu'ils sont sortis complètement des petites histoires à Langda. Ils ont fait... par exemple, là, c'est Star Wars. Donc ça plaît beaucoup. Oui, j'imagine. Pokémon, la bibliothèque verte, les grands classiques. Et alors, les textes sont vraiment réécrits pour que les enfants qui commencent la lecture puissent déchiffrer très simplement et ils prennent le goût à lire le livre tout seuls. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Il y a beaucoup de séries qui sont comme ça. Ça plaît beaucoup aux enfants. Les petits Cheyennes. Ouais. Il y a les petits contes. Et alors, plus classique, si vraiment les enfants sont très scolaires, il y a la méthode Bochet. Alors, c'est c'est vieux comme le On en a parlé monde. hier, effectivement. Vous savez que Mathurin Bochet était costarmoricain. Voilà. Et ça, c'est très bien. Les enfants qui sont très scolaires, il y a les manuels qui ont un peu un style vintage, un petit peu. Et donc, ils ont toute une série de petits livres, de petites histoires qui, c'est pareil, évoluent au fil du niveau scolaire et de lecture des enfants. Ils peuvent lire tout seuls, donc ils sont hyper fiers. Et puis, nous, ça nous évite de faire l'histoire du soir. Parce que des fois, c'est très long. On ne peut pas y couper. Ça, Voilà. c'est pas possible. Non, il faut pas. Alors, il y a le temps après l'école, mais il y a aussi les activités extrascolaires. Septembre, alors là, c'est le grand casse-tête. Le casse-tête, le Tetris du quotidien. Tout mettre les activités dans le super planning, beaucoup trop chargé des parents souvent. Donc, ce week-end, dans beaucoup de villes, ça va être les forums des associations. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, mais avec les enfants, ça leur permet de découvrir plein d'activités. Parce que il y a les classiques, la gym, le foot, la danse, plein de choses. Mais il y a aussi autre chose, comme, je sais pas, l'aïkido, par exemple, ou l'escrime, des choses que les enfants ne connaissent pas forcément. Et ça leur permet comme ça de pouvoir rencontrer donc, les personnes des associations, découvrir. Souvent, il y a des petites séances découvertes, ça évite de payer la licence à l'année. Et puis, les séances d'essai. Et puis finalement, au bout d'un mois, les enfants ne veulent plus en entendre parler. C'est une pénitence pour nous de les emmener. Souvent, il y a des séances d'essai qui sont proposées. Ça permet de découvrir des instruments de musique qu'on ne connaît pas, des sports qu'ils ne connaissent pas. Et vraiment, si les enfants veulent faire un sport, même si nous, ça nous fait peur, comme le BMX ou le skateboard, c'est pas grave. Il faut quand même les laisser essayer. Ça leur permet de découvrir autre chose, de se découvrir eux-mêmes et puis de sortir de la maison et de l'école, de rencontrer d'autres enfants qui viennent de d'autres quartiers, de d'autres villes. Et c'est très enrichissant pour eux. Donc ne pas se fermer et les Même si on est fan de foot ou de tennis, si les enfants ne veulent pas en faire, ils feront autre chose. Voilà, il faut vraiment leur laisser dire ce qu'eux ont vraiment envie de faire. Être à l'écoute, donc. Voilà, merci beaucoup, Gwendoline, pour tous ces conseils. Michel Salin, on va se tourner vers vous. Votre passion depuis tout petit, vous, c'est le voyage de toute façon. En gros, vous avez visité combien de pays ? 136. 136 pays. En gros, vous usez quoi, un passeport par an, même Non, plus que tous les ça 2 ans. Tous les 2 Il y ans. a des passeports avec plus de pages, donc c'est plus pratique. D'accord. Ah oui, vous avez un passeport épais comme ça au bout d'un moment. Bon. Vous testez toutes les destinations que vous proposez à vos clients. Ça, pour vous, c'est essentiel. Oui, si vous voulez. Alors,
il y a forcément des pays où il est très compliqué de voyager, voire impossible. C'est d'ailleurs interdit ou formellement déconseillé. Donc on ne propose pas des destinations qui peuvent potentiellement poser problème aux touristes à plusieurs niveaux. Donc tous les ans, on réfléchit à de nouvelles destinations. Bon, il faut toujours avoir bien sûr des dessertes aériennes qui permettent d'aller assez facilement sur destination à des prix qui soient compétitifs, avoir une infrastructure hôtelière qui soit dans les concepts européens de prestations et de services, et des services sur place, des routes correctes. J'ai quand même mes souvenirs des premiers voyages en Mongolie, où le réseau routier était, on va dire, un petit peu compliqué et posait des problèmes lors des excursions. Ouais. Alors vous êtes un passionné du transsibérien. Vous dites d'ailleurs que le seul bagage vraiment nécessaire, c'est un livre de Blaise Cendrars, parce qu'il a beaucoup écrit évidemment sur le transsibérien, des poèmes. Hein. Oui, ça a été Pourquoi cette passion là comme ça je suis passionné plus généralement par la Russie ou on va dire les républiques de l'ex-URSS. Je l'ai 130 fois en Russie. J'ai fait tous les pays de l'ex-URSS, mais pour le travail, je n'y suis pas allé avant que 1993. Vous voyez, donc je ne connaissais pas la Russie soviétique. Et j'ai fait mon premier voyage sur le transsibérien en 98, donc sur le trajet classique, Moscou, Irkoutsk, Oulan-Bator en Mongolie, Pékin. Après, je l'ai fait sur plusieurs autres tronçons. Le transsibérien, c'est la colonne vertébrale de la Russie. C'est un voyage extraordinaire. C'est pas un train pour touristes, c'est un train pour les autochtones. Il y a beaucoup de gens qui font les trajets pour transporter des bagages, des marchandises. Donc il y a une vie incroyable à bord du train, mais également sur les quais. C'est vrai que vous avez emmené des boîtes de pâté Hénard dans le Bien sûr, bien sûr. Vous avez conquis tout le monde là, de cette façon-là. Vous savez, dans le transsibérien, les Russes sont très grégaires, les Mongols également. Et dès que vous avez quelque chose à déballer, vous avez plein de gens qui viennent autour de vous pour discuter. C'est vraiment un voyage à faire. Oui, c'est le voyage qui est carrément... Enfin, le trajet et le voyage, finalement. C'est ça qui et on rencontre beaucoup, oui, le trajet par lui-même et le voyage. Ouais. On rencontre beaucoup dans le transsibérien des étudiants qui, avant de prendre une activité professionnelle, font un tour du monde et choisissent justement le transsibérien. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des Chinois, des Australiens, voilà. On dit que vous avez le sens du voyage plus que du tourisme. Quelle est la nuance entre les deux, selon vous? Le voyage, c'est pour faire découvrir à nos concitoyens on va dire, des nouveaux pays, des peuples, le mode de vie. Parce que nous, si vous voulez, on ne vend pas ou on vend peu de séjours balnéaires. Vous voyez, des séjours en formule tout compris. On vend des circuits accompagnés. Disons, dans tous les pays où ça peut se faire. Accompagner. Alors, vous accompagnez même vraiment de manière extrêmement proche, c'est-à-dire que vous allez même chercher les clients chez eux. Ça, c'est vraiment votre petite spécificité? Oui, c'est notre ADN, en fait, de par notre activité d'autocariste. Nous allions historiquement chercher les clients au plus près de chez eux, dans leur ville, et maintenant à domicile. Pour les c'est moins simple quand même, quand maintenant c'est de l'avion. Donc vous avez conservé cette proximité avec vos clients, réellement. Bien sûr, nous allons chercher les clients chez eux pour les conduire à l'aéroport de départ. Ainsi, notre prestation commence dès la prise en charge à domicile. Il y a des gens qui ne veulent pas aller avec leur voiture à l'aéroport. C'est toujours des soucis de garer sa voiture, de payer le parking. Est-ce que je vais être à l'heure si je crève une roue? Vous voyez, il y a toujours... Donc nous, on les prend à domicile et on les conduit à l'autre bout du monde. Qui sont vos clients? Est-ce qu'ils ont évolué sur ces 10 dernières années? Alors forcément, nos clients y rajeunissent puisque nos clients historiques étaient plus des seniors qui voyageaient en autocar. Aujourd'hui, on a une clientèle à partir de 40-45 ans qui sont avides de découverte, de voir de nouveaux circuits et qui veulent être accompagnés. Parce qu'en fait, nos propositions de voyage incluent toujours des guides accompagnateurs. Que vous formez vous-même? Que l'on forme. On va à destination. Sur le Vietnam, par exemple, on a 25 à 30 guides en saison qui travaillent pour nous, qui sont formés à l'accompagnement, bien sûr, et aussi aux habitudes, aux souhaits des Français, puisque toutes les nationalités n'ont pas les mêmes approches lorsqu'ils sont dans un pays. Bien entendu. Et ça, vous veillez énormément là-dessus, évidemment. Mais on continuera un peu plus tard à parler de l'avenir pour le groupe Salin, justement, dans cette émission. On va maintenant passer à la rubrique santé. Ah, nous avons une réaction d'internaute. Alors attendez, il y a quelqu'un qui nous demande...
Attendez, on va juste regarder tout ça. Vous connaissez, vous, les uns les autres, les voyages salins? Oui, je suis passé devant les boutiques. Oui, vous passez devant les agences. Oui. Alors, la réaction d'internaute, eh bien, ouais, elle arrive tout de suite. On a quelqu'un qui nous demande, Nicolas Kemener, qui dit « J'habite à Castres et j'ai connaissance qu'une nouvelle agence Voyage Salin va s'ouvrir à Châteaulin. Est-ce que vous confirmez ?» Oui, Oui, monsieur. en plein centre-ville. Oui, monsieur Kemener, c'est bon, vous aurez votre agence Voyage Salin à Châteaulin. Voilà, comme ça, c'est fait. On va maintenant passer à la rubrique santé dans cette émission, parce que vous savez, dans 9h50 le matin, le mardi, on parle de votre santé. Et ce matin, avec vous, monsieur Lavoué, professeur Vincent Lavoué, nous évoquons le cancer du col de l'utérus. Combien de femmes sont concernées chaque année? Il y a en France environ 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Et ça va entraîner malheureusement 1000 décès par an, un petit peu moins de 1000, environ 990 les derniers chiffres, décès par an dus à ce cancer. C'est beaucoup? C'est trop, toujours. Ouais. Et c'est dû à quoi? Alors, le cancer du col est dû, dans quasiment 100% des cas, à un virus qui s'appelle le Human Papillomavirus, qui est extrêmement répandu. Tout le monde s'y contamine, mais il y a plusieurs sous-types. Et certains sous-types sont responsables de ce cancer du col. Et toutes les femmes ne sont pas égales devant le virus. Il y en a qui vont s'en contaminer, mais vont être capables de le rejeter par leur immunité elle-même. Et d'autres vont le garder, ce qui va faire le lit du cancer du col au fil de la vie. Alors, il y a un vaccin, quand même, Alors, qui a été assez controversé. Oui, alors tous les vaccins en France sont controversés, parce qu'il y a quand même un climat de défiance qui s'est installé en France contre ça. Et pour moi et pour la communauté médicale, c'est une grande avancée. C'est l'un des premiers vaccins contre le cancer, car il immunise contre le virus qui cause le cancer et donc prévient le cancer du col de l'utérus. Et donc, en effet, l'appréciation vis-à-vis des vaccins est variable en fonction des pays. En France, il y a cette défiance et les jeunes filles se font peu vacciner. On a une couverture vaccinale très faible, à 17% en France, contre 80% dans beaucoup de pays européens ou dans le monde, comme en Australie. D'accord. Donc vous militez pour que les jeunes femmes se J'ai 3 filles, elles ne sont pas encore en âge d'être vaccinées, je le ferai. Mais vous le ferez, d'accord. Faire un vaccin, attention, ça ne dispense pas de faire un frottis, bien sûr, très régulièrement même. Tout à fait. On peut dire qu'avec le vaccin, le dépistage, c'est quand même la meilleure des préventions. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'absence de dépistage qui est le facteur de risque de cancer du col de l'utérus en France. Alors, au jour d'aujourd'hui, se faire vacciner ne dispense pas de faire le dépistage par frottis, car si le vaccin immunise contre les virus qui sont responsables, 90% des virus qui sont responsables de la cause des cancers, il reste les 10% et on ne souhaite pas y échapper, que les femmes puissent échapper à la prévention. Donc, la prévention au jour d'aujourd'hui en France, on utilise le frottis à partir de 25 ans. Dès 25 ans. Dès 25 ans, oui. Mais pas avant, ça ne sert à rien avant. Car on va induire des examens inutiles. Donc, à partir de 25 ans, les 2 premiers à 1 an d'écart, puis tous les 3 ans, plus ça ne sert à rien, et jusqu'à 65 ans. D'accord. Donc, on ne relâche pas la surveillance, même après 40 ans. Tout à fait. Surtout pas après 40 ans, d'ailleurs. Tout à fait. On a surtout, en France, on surdépiste les femmes plus jeunes, qui finalement ne font pas forcément celles qui vont faire les cancers à cet âge-là. Et on relâche la surveillance après 45 ans, 50 ans, la ménopause, où les femmes consultent moins parce qu'il n'y a plus la contraception qui nécessite d'aller voir un médecin. Et du coup, ne se font pas dépister. Et c'est pourtant l'âge du cancer du col de l'utérus, c'est à ce moment-là où ils se font moins dépister, donc c'est un peu dommage. Le pic de fréquence du cancer, c'est 45 ans. Donc, comme les femmes qui sont jeunes, et un cancer de l'utérus dépisté tôt se guérit plus facilement que l'inverse. Forcément, donc attention, il faut faire ce dépistage régulièrement, ce frottis régulièrement. Et pourtant, elle est loin d'être généralisée, vous le dites. Malheureusement, la réalisation du frottis, c'est quand même encore compliqué. Tout à fait. Le frottis, donc bien que disponible à tout le monde, il suffit de consulter pour obtenir un frottis, touche malheureusement pas l'ensemble de la population cible, donc les femmes de 25 à 65 ans, et plus de 40% de cette population cible n'a pas de frottis. Et donc, c'est ces patientes-là qui font le cancer du col de l'utérus. Bon, écoutez, l'appel est lancé, voilà, vous allez êtes voir là. Vos médecins pour faire des frottis. Voilà, merci professeur Lavoué. Je vous invite à réagir, Gwendoline ou Carla. Vous êtes sensibilisée, vous, à cette... vous faites des contrôles régulièrement? Eh bien, je ne sais pas si ça intéresse les gens. Mais c'est important de le dire. Oui, il faut aller. Bien sûr, il faut être vigilant. Ah oui.
Voilà, et écoutez, merci à vous, professeur Lavoué, merci Gwendoline, parce que vous allez nous quitter. Moi maintenant, ça va être l'heure de rejoindre ma chère Catherine pour cette première partie d'émission et ce débriefing à mi-parcours. Alors qu'avez-vous retenu de cette première partie, ma chère? La rentrée, bien sûr, on en parlait hier, mais la rentrée dont Gwendoline nous a parlé tout à l'heure, eh bien, pensons, une petite pensée quand même pour les professeurs, parce qu'on pense beaucoup aux parents qui sont délivrés, aux enfants qui vont devoir surmonter tous ces cours et ces exercices. Une petite pensée quand même aux professeurs des écoles qui vont s'occuper de vos petits bambins toute l'année. Et puis pensée particulière à ce ministre ou cette ministre de l'écologie qui va faire sa rentrée aussi aujourd'hui normalement. J'ai regardé, toujours pas de scoop à vous offrir, pas de nom, désolé. Oh là là. Mais bon, pensez aussi à cette personne qui va faire aussi sa rentrée avec son petit cartable. Peut-être. Comme nous hier. Allez, oui. Dans quelques instants, nous retrouverons une jeune entrepreneuse bretonne, Carla Renaudin, elle est sur ce plateau, et son gang de fesses. Et oui, je n'invente rien, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis nous vous présenterons le comité de Bretagne de bridge avec son président. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Billy au zoo de la Bourbansais. Bonjour Billy. Effectivement, Laurence, nous sommes baladés là sur le domaine de la Bourbansais. Et maintenant, oh là, il y a une petite bestiole qui est en train de m'attaquer. On est vraiment dans un domaine où il y a des animaux partout. On vient de le voir, première attaque d'animal. Et donc du coup avec Olivier, en se baladant, tu m'as dit qu'on pouvait faire plein de choses jusqu'à la fin de l'année. Alors dis-moi un peu ce qu'on va faire. Absolument, plein de choses très sympas au domaine de la Bourbansais, donc le château, le parc zoologique, les jardins. Là nous sommes devant un nouvel environnement des guépards qui est notre grande nouveauté 2018. Et donc très naturellement c'est un nouvel environnement, mais comme on a ce que l'on aime bien, des expériences immersives qui sont des traits tendances. Ouh, ça commence à me plaire, expérience immersive. Mais t'inquiète pas, tu les feras tout au long de notre entrevue, tu vas découvrir, c'est ce qu'on appelle la nuit des prédateurs, parce qu'on peut effectivement venir. C'est des petites bêtes, oui, mais ça c'est des toutes petites. Donc la nuit des prédateurs, c'est effectivement regarder et comprendre les animaux. On a tous l'habitude de les voir pendant la journée. Là, avec cette expérience, on peut les voir la nuit, et on a choisi les prédateurs parce que c'est une très bonne thématique. Mais il y a aussi les chiens. Donc on a tout un spectacle qui s'appelle Des chiens et des hommes. Tu pourras te promener avec des lévriers, puisqu'il y a les courses de lévriers. Au milieu des chiens, il y a des chiens courants dans une meute où il peut même y avoir 40 ou 45 chiens, 40 ou 45 chiens qui sont presque aussi grands que toi, donc tu verras, c'est très impressionnant. Mais il y a aussi des border colliers qui font, on explique toute la transhumance. Les chiens qui bougent tout le temps. Exactement, qui sont donc ça fait partie également des expériences. Puis je pense qu'il faudra effectivement aussi qu'on aille un peu plus dans le détail de la mission, des parcs zoologiques modernes aujourd'hui, parce que pourquoi effectivement on a des animaux qui sont en captivité. Eh bien, ces animaux qui sont en captivité doivent être les ambassadeurs de leurs cousins qui vivent quelquefois très péniblement en liberté, quand encore on peut préserver leur milieu naturel, parce qu'effectivement, il faut savoir que malheureusement, il y a de nombreuses espèces qui s'éteignent, chaque jour où nous parlons. À cause de l'environnement qui change. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, l'environnement que là vous recréez maintenant, aujourd'hui, on a pris conscience de ça, du bien-être animal, et les environnements ne sont pas du tout les mêmes par rapport aux ménageries qu'on avait avant. C'est vraiment la différence. Bien évidemment non. Et effectivement, ça c'est tous les progrès de la recherche scientifique, de l'éthologie, où effectivement notre volonté la plus farouche, c'est que les espèces qui sont en voie de disparition dans leur milieu naturel, on doit les reproduire en parc zoologique. Et pour les reproduire en parc zoologique, eh bien, il faut les connaître, et il faut que leur environnement, non seulement soit absolument irréprochable, et bien évidemment la nourriture soit très suivie. Et moi, ça fait 25 ans. Bien évidemment, le but ultime, c'est d'être des conservatoires génétiques, que les parcs zoologiques soient des conservatoires génétiques des espèces, menacées. Et le but ultime, c'est que quand l'environnement le permettra, c'est de potentiellement pouvoir les réintroduire dans leur environnement naturel. C'est pour ça que la conservation, on en parlera, ex situ, in situ, tout ça effectivement. Heureusement qu'on se voit pendant longtemps. Un beau programme. Donc on va se voir là tout au long de la saison 2. Une petite pensée pour la grand-mère, parce que c'est grâce à la grand-mère qu'on est là, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Exactement, grâce à ma grand-mère et à ma grand-tante. Entreprise très familiale. Ok, ça marche. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a bien compris qu'on allait passer de bons moments ici au domaine de la Bourbansais. Et puis, la prochaine fois, on se reverra, mais on va pas tout dire, ce sera des surprises. Allez, à bientôt.
Merci beaucoup Billy, à bientôt. Écoutez, justement, on voyait encore une belle histoire d'entreprise familiale, hein, comme celle du groupe Salin. On rejoint maintenant Carla Renaudat. Bonjour Carla. Bonjour. À nouveau, vous êtes une jeune entrepreneuse. Votre cœur d'activité, à vous, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le transport, mais la lingerie. Tout à fait. Voilà, votre atelier est installé à Lanvellec, près de Lannion. Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce domaine? C'est vous qui cousez vos collections, les dessinez, les imaginez. Oui. Quel a été le déclic? En fait, j'ai un peu toujours voulu faire ça, donc c'est vraiment le cœur de mes études. Donc je me suis formée en stylisme à l'origine et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai pu apprendre à coudre et je me suis dirigée tout de suite dans la lingerie et j'ai pu me spécialiser. C'est un pari culotté, sans mauvais jeu de mots. À votre âge, de se lancer comme ça aussi jeune, à 25 ans, c'est pas évident sur un domaine qui est quand même assez concurrentiel. Tout à fait, oui, la mode, c'est pas facile. Et ça vous a pas fait peur? Ça fait peur parce qu'il y a quand même des enjeux assez importants face aux grandes industries de nos jours qui vendent des vêtements à des prix très très compétitifs. C'est dur de venir proposer des produits qualitatifs à des prix donc plus élevés aussi donc sur le marché. C'est vraiment tout un travail de sensibilisation finalement de la clientèle pour leur montrer quelque chose de différent et essayer de les convaincre. Alors vous osez tout, vous osez aussi sur le nom, parce que le nom de votre entreprise c'est quand même Gang de Fesses. On imagine que ça n'a pas forcément plu à tout le monde dans votre famille, c'est un peu provoque pour une collection qui veut être un hymne au corps et aux petits défauts en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. J'essaye vraiment à travers mes campagnes donc, de mettre en scène toutes sortes de corps, de morphologie, de femmes en fait, pour qu'un maximum de clientes puissent se reconnaître et se trouver belles à travers ces photos. Alors, vous souhaitez aussi défendre votre identité bretonne, on le voit à travers ces collections rayées, bretonne, forcément ça fait écho en nous. Pourquoi vous êtes orientée vers ce style de motif, ce design La petite culotte bretonne, c'était un peu du coup à part, donc il y a la dentelle qui est un peu la gamme haut de gamme. Et j'ai voulu... Qui est de la dentelle de Calais, pour oui, vous, tout à fait, essentiel, pas de dentelle, la dentelle chinoise, française, non, c'était vraiment un choix d'aller chercher la dentelle donc en France, comme la plupart de mes fournitures. Et à côté de ça, j'ai voulu donc créer une petite ligne donc je prénomme le Gang breton. Donc vraiment en clin d'œil aux Bretons qui sont assez chauvins. Et, non, pas du tout. Pas du tout. Là, pourquoi vous dites ça? Et du coup, j'ai voulu faire une petite culotte un peu plus accessible au niveau prix et un peu rigolote, pouvoir montrer son appartenance bretonne un peu sur ses fesses. C'était un peu le côté rigolo. Je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien finalement. Alors aujourd'hui, vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo pour élargir votre collection, c'est ça, et créer... Voilà, donc c'est par rapport à cette gamme donc, Gang breton qui va donc s'étendre au masculin. Je vais proposer donc d'ici la fin de l'année un boxeur donc pour les hommes. Et voilà. Alors voilà, monsieur Guillot déjà se dit pas mal, ça me fait bien. Donc voilà, un boxeur pour les hommes et donc deux nouveaux t-shirts, un nouveau t-shirt féminin et un nouveau t-shirt masculin également pour étoffer cette gamme. Alors l'objectif c'est de récolter 10 000 €, c'est ça? C'est ça. À quoi serviront les dons? Alors en fait, la production va être lancée en usine, donc jusqu'alors c'est moi qui couds tout dans mon atelier. Donc en fait, face à la demande et face à mon choix de faire grandir la marque, j'ai voulu trouver une usine en Bretagne pour faire produire donc, et ces petites culottes et ces boxeurs, donc pour pouvoir les proposer à un plus grand nombre en boutique de revendeurs. Voilà. Du 100% made in Bretagne. Voilà, du 100% made in Bretagne, c'était vraiment important et j'étais vraiment très contente de pouvoir trouver une usine en Bretagne capable de faire ça, donc je suis très contente. Mais écoutez, voilà, si on veut vous aider, il reste combien de jours pour ce Alors financement? c'est jusqu'au 12 octobre. Jusqu'au 12 octobre, et bien voilà, vous pouvez aller sur la plateforme Kengo pour soutenir le projet de Carla Renaudat et de son Gang de Fesses. Ça vous inspire quoi les uns les autres, un projet comme ça? Il faut oser quand même se lancer à 25 ans et faire du 100% français? Oui, surtout face aux grandes marques nationales et internationales, les gros réseaux de distribution. Qui est l'usine que vous avez trouvée? Alors, ça s'appelle l'usine La Confection du Coglet. Donc, il y a plusieurs usines, donc une du côté de Lanester et une du côté de la Selle en Cogle. Vous avez fait le choix de ne pas décentraliser la production. Tout à fait. Je voulais faire du Made in France, mais du Made in Bretagne, c'est encore mieux. Et bien voilà, donc si vous voulez aider le Made in Bretagne, allez sur la plateforme kengo.bzh pour soutenir Carla.
En cette rentrée, mes amis, maintenant on va se focaliser nous aussi sur le bio et l'environnement, évidemment. On va vous parler de fournitures recyclables, car oui, cela existe. Eh bien, c'est un reportage que nous vous proposons de regarder tout de suite. On va reprendre la liste des fournitures. Alors, un crayon gris pour Léon, un crayon gris pour Erin. Pas de stress pour la rentrée. La famille Henriot a toutes ses fournitures depuis le mois de juin. Il ne reste plus qu'à remplir les sacs d'école. Et un classeur chacun. Quand l'association des parents d'élèves lui a proposé des fournitures écologiques, cette maman a tout de suite dit oui. Les cahiers, c'est du papier recyclé. La colle est sans solvant. Il y a des labels en fait écologiques sur les différents produits. Et c'est ça qui vous a attiré? Oui. Pourquoi? Pour les enfants, pour qu'il y ait moins d'émanations. Quand ils ouvrent les marqueurs, c'est une super initiative. Pour ces fournitures écolabellisées, cette maman aura dépensé au total 40 € pour ses 2 enfants de 8 et 10 ans. Voilà, il marche très très bien maintenant. Des prix usines, grâce à une association qui s'occupe de tout. Dès le mois de mai, elle récupère les listes auprès des enseignants, les envoie aux parents, puis passe les commandes. Plus de 5000 articles cette année, les moins nocifs possibles. Donc voilà, c'est un crayon qui a été utilisé pendant une année scolaire. Voilà dans quel état il termine. Tout ceci, c'est quand même des produits toxiques qui rentrent à l'intérieur de l'enfant. Des fournitures écologiques, ça fait plus de 10 ans que ce fournisseur en expédie régulièrement dans des entreprises ou des écoles. On met beaucoup l'accent sur les stylos, les marqueurs, les surligneurs qui sont systématiquement rechargeables pour les faire durer plus longtemps. Comme ce surligneur en fibre de bois et amidon de maïs, rechargeable en quelques minutes, même la pointe est remplaçable. Des plastiques sans chlore, compostables, de la colle ou des peintures entièrement végétales, des crayons de couleur sans vernis, sans métaux lourds et utilisables jusqu'au bout. Tous ces produits labellisés viennent majoritairement de l'étranger. Nous, on s'approvisionne beaucoup en Allemagne, puisque les Allemands ont quelques années d'avance sur nous sur la précaution de fabrication et de conception des produits pour qu'ils soient plus écologiques. En France, de grandes marques commencent à développer des gammes plus écologiques, comme des stylos à base de peau de yaourt ou des cahiers en papier recyclé, eux-mêmes recyclables au moins 5 fois. Voilà, une future idée de chronique pour vous, Gwendoline, Ah oui. en allant encore plus loin. Exactement. On va plancher sur le sujet. On va y travailler. Oui. Allez, on va revenir à nos voyages et à notre invité d'honneur, Michel Salin, PDG du groupe Salin, du groupe breton. C'est fou parce que vous avez créé, à partir de la Bretagne, vous êtes un peu comme Carla finalement, une sorte de modèle international. Vous avez internationalisé un modèle breton, quelque part. Un modèle finistérien. Un modèle finistérien, pardon. C'est vrai que vous êtes... Pour vous, c'est important. Le Finistère, voilà. Oui, parce que notre siège reste finistérien. Oui, Pont-de-Buis. Pont-de-Buis Oui. et Châtelain. Et Châtelain, Voilà. exactement. À 5 km. Donc pour vous, c'était important cet ADN finistérien, je n'ose même plus dire breton, hein, mais après, ça a été une expansion. Voyez-vous, quand nous sommes dans le Finistère, nous ne pouvons que faire les voyager les gens à l'Est, au départ avec les autocars. Ouais. Nous n'avions pas d'autre alternative. Forcément, les grands voyages, nous avons commencé à les proposer à partir de 1985-1986. Alors à l'époque, les gens faisaient beaucoup moins de long courrier que maintenant. Aujourd'hui, je veux dire, les premières discussions que les gens ont quand ils vont chez le dentiste, quand ils vont chez leur coiffeur, tu pars où en vacances, voilà, les gens évoquent beaucoup, parlent beaucoup de voyages, parlent beaucoup de vacances. Et quand les gens sont en vacances ensemble, ils parlent toujours de vacances, ils parlent toujours de voyages. C'est pas faux. Alors, le contexte du monde du voyage, justement, a énormément changé en quelques années. Ce que vous disiez, en fait, les destinations phares avant, il y en avait 4, on peut dire ça comme ça. Tunisie, Turquie, Égypte, Maroc. Et aujourd'hui, tout a changé. Oui, suite au printemps arabe, il y a eu une très grosse désaffection des Français, notamment. D'abord sur la Tunisie, ensuite l'Égypte, la Turquie et le Maroc. C'est 4 pays qui représentaient, il y a encore 6 ans, qui étaient dans les 5 premières destinations. Aujourd'hui, ont été relégués en 12e, 13e pour la première. Vous voyez, donc ça a perturbé un petit peu les modèles économiques, surtout de ces pays-là, puisque ces pays-là vivaient beaucoup du tourisme, des stations balnéaires de Tunisie, l'Égypte, les bateaux de croisière sur le Nil. C'était une catastrophe pour ces pays-là. Plus de touristes du jour au lendemain. Alors, bien sûr, plus de touristes français, ou peu, pardon, encore sur certaines nationalités
qui continuent à voyager, notamment les Russes. Après, vous savez, quelques problèmes également en Tunisie, en Égypte, avec des attentats contre des avions russes, donc ce qui a fait qu'il y a une grosse désaffection. Donc les professionnels du voyage qui avaient mis en gros tous leurs œufs dans le même panier, pour ainsi dire, se sont retrouvés parfaitement démunis. Oui. Vous n'aviez pas pris cette option-là, parce que vous l'aviez expliqué tout à l'heure, vous n'étiez pas sur des séjours balnéaires, ce n'était pas trop votre ADN. Donc finalement, vous vous en êtes vraiment bien sorti parce que vous aviez quelque part presque anticipé ces changements. Avant les années 2010, on faisait quand même entre la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, la Turquie, près de 8000 clients. Donc, 2 ans après, ces 8000 clients n'ont pu voyager sur ces 4 pays. Donc, alors, c'était des destinations relativement bon marché. Donc, des gens qui ont des budgets de voyage de 1 000 euros n'ont pas forcément 1 500, 2 000 euros à mettre. Donc, d'autres destinations de substitution se sont mises en place. Également, des prix ont baissé, notamment sur l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, combiné Vietnam-Cambodge, la côte ouest des États-Unis, où les prix sont quand même très compétitifs et qui permettent l'accessibilité de ces voyages-là à une grosse partie des voyageurs. Alors aujourd'hui, quelles sont les destinations phares chez vous, celles qui remportent le plus de succès? Depuis 2017, notre première destination, c'est la Russie. Jusqu'en 2017, c'était l'Amérique du Nord, Canada, USA. Donc, le troisième destination, Vietnam-Cambodge, les combinés. Là, je vois des photos du temple d'Angkor, qui sont des destinations qui marchent très bien. La Thaïlande, qui a également très bien repris. Des très beaux scores sur le Japon. En fait, il y a un très gros engouement des circuits long courriers aujourd'hui. Les gens sont avides de découvertes. Les combinés Australie, Nouvelle-Zélande également, qui marchent bien. L'Amérique du Sud, le Pérou. Le Brésil, qui a un petit peu de mal à démarrer. L'Argentine également, qui fonctionne très bien. Et bien sûr, sur l'Europe, la Scandinavie, avec les fjords norvégiens, et tous les circuits classiques sur l'Italie, le Portugal, vous voyez. Pour vous, une destination d'avenir, une destination que vous aimeriez développer aujourd'hui, ce serait quoi? On va dire certaines destinations sur l'Amérique du Sud, je pense à la Colombie, j'y suis allé plusieurs fois, qui est aujourd'hui absolument sécurisée, qui est un pays magnifique, qui mériterait d'être plus visité par les Français. Et c'est un produit, une destination qui n'accroche pas encore, vous voyez, par exemple. Je pense à cette destination-là. On commence également à faire des voyages sur l'Algérie pour la première année. On a fait 150 clients cette année. Donc, des timides démarrages, mais quand même des voyageurs intéressés par ce beau pays. Et de beaux voyages pour vous encore à faire pour nous faire découvrir après des nouvelles destinations. Merci beaucoup Michel Salin. Alors je vous propose justement qu'on parte nous aussi en voyage, mais alors par contre là on ne prend pas l'avion, on ne prend pas le car. C'est pas très loin, c'est tout proche. Jusqu'au 23 septembre, une vingtaine d'artistes, de peintres, de sculpteurs, de photographes ou de plasticiens exposent leurs œuvres le long du canal d'Islérens à Édé. Une exposition originale que vous présente Isabelle Rétic, Stéphanie Labrousse et Pascal Nou. Paisibles et bien ombragées, les berges du canal d'Islérens et ses 11 écluses invitent à la balade. Au détour du chemin, on peut même se laisser surprendre par des œuvres pleines de poésie. Une fée, suspendue aux arbres face à une araignée, un nu posé au milieu des lentilles d'eau, ou ces drôles d'oiseaux faits de métal et de végétaux. Et les yeux, tu les as fait comment là? Avec des phares de moto. C'est ça? Des ampoules, les petites ampoules de clignotant, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis ça, c'est des branches de bouleau. Des oiseaux qui nous interrogent sur une question bien d'actualité. Les oiseaux s'envolent, en fait, n'ont pas de frontières et ne se posent pas la question de savoir s'ils doivent s'arrêter à un endroit ou à un autre. Ils sont libres. Donc c'était aussi une façon de parler de la liberté et de la migration, en fait. Comme Laurence, une vingtaine d'artistes exposent leur travail sur 2,7 km de berges, à chacun le thème qui l'inspire. Laurent a ainsi voulu retracer à l'aquarelle la vie autour du canal telle qu'elle était autrefois. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction des visiteurs. C'est connaître en fait effectivement leur a priori et puis le plaisir qu'ils ont de découvrir en fait ces scènes. En fait, voilà, c'est un plaisir partagé, je pense. Le fait qu'il y ait des œuvres d'art comme ça qui sont présentées, c'est bien, c'est joli. Pour vous, c'est intéressant. Ça égaye le paysage, ça fait ça entretient les lieux.
Cette exposition estivale est le fruit de l'association L'Art au Champ, qui regroupe 39 artistes désireux de promouvoir l'art en milieu rural et de remettre la nature au centre de leur travail. C'est un plaisir de venir faire de la sculpture et puis les poser dans la nature. Je trouve que ça harmonise très bien. Et en même temps, de pouvoir que les gens se posent ces questions de retour à la nature. Nous sommes issus de nature et nous fabriquons des choses qui sont issues de nature en fait. Le long des berges, mais aussi à la Maison du Canal, l'art des rives est à découvrir en flânant jusqu'au 23 septembre. Voilà une belle idée de promenade pour ce week-end. Allez, nous parlions d'activités extrascolaires tout à l'heure avec Gwendoline. Eh bien, on va se pencher justement sur une activité. Si vous vous mettiez au bridge, c'est la proposition que vous nous faites, Jean-Louis Guillot. Vous êtes le président du comité de Bretagne de bridge. Alors, on va tout de suite briser quelques préjugés. Non, le bridge, ça n'est pas un sport pour les vieux. Tout à fait. Non, on dit les choses un peu brutes, mais voilà, c'est ce qu'on est. C'est une idée un pense. peu répandue que... Ouais. C'est pas du tout un sport pour les vieux. Il y a d'ailleurs plein de jeunes qui se mettent au bridge dans le cadre scolaire. Oui, c'est ça qu'on ne sait pas forcément. Autre préjugé, le bridge, c'est compliqué. Vrai ou faux? Pas du tout. Je pense que tout le monde a joué un jour à la bataille. Oui. Eh bien, le bridge, c'est aussi simple que la bataille. On peut apprendre à jouer en quelques minutes. En moins de 10 minutes, on a compris les règles, en fait. Alors justement, quelles sont les règles d'ailleurs? Eh bien, il y a une seule règle pour le jeu, et il suffit de fournir à la couleur. C'est-à-dire qu'un jeu de cartes comporte 4 couleurs, dans l'ordre les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Si un adversaire joue du cœur, et si on a du cœur dans son jeu, on est obligé de jouer du cœur. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est très facile, vous allez nous distribuer les cartes, on va faire une petite partie. C'est parti. J'ai emmené le jeu de cartes. Bon, on en fera une tout à l'heure. Allez. Voilà. S'il ne faut pas d'aptitude particulière pour jouer au bridge, est-ce qu'à l'inverse, le bridge développe des aptitudes? On dit que c'est un sport de l'esprit. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça développe un esprit de logique, d'abord, et de stratégie. Lorsqu'on joue une partie, eh bien, il va falloir prendre la meilleure ligne de jeu. C'est-à-dire choisir entre différentes options, peut-être une impasse pour faire une levée supplémentaire, ou peut-être choisir de jouer sur une répartition qui est théorique, et puis les cartes sont comme elles sont. Vous avez commencé jeune, vous, à jouer? Non, pas du tout. J'ai dû commencer vers l'âge de 30 ans. Jeune, quoi. Oui. Alors, qui dit jeu indique compétition. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la France compte de nombreux champions du monde. Tout à fait. Dans les jeunes, les moins de 18 ans, les moins de 20 ans. Et puis aussi les seniors. Les seniors sont champions d'Europe depuis quelques semaines, là. Donc on a du beau monde chez nous. Et alors, la Bretagne dans tout ça? La Bretagne joue. La Bretagne joue, il y a forcément un club de bridge, en gros, près de chez nous, quoi. Voilà. On a 49 clubs en Bretagne, donc dans tous les départements. Les plus gros clubs, évidemment, c'est les clubs de Rennes, Vannes, Saint-Malo, Brest, etc. Mais beaucoup de villes ont un club de bridge, quelques dizaines de licenciés, mais participent aussi aux compétitions et aux différentes activités. Alors, si on souhaite s'inscrire, il y a un site internet qui s'affiche, bretagnebridgecomité.com. On trouvera le club le plus proche de chez soi. Il y en a forcément un à moins de 20 km, c'est ça? Tout à fait. Bon, voilà, comme ça, on n'a aucune excuse. Donnez-nous cette raison de faire du bridge, allez, selon la fédération. C'est quoi? C'est un anti-stress? C'est un anti-stress, oui. Alors, on peut décliner, effectivement. C'est un jeu qui ne coûte pas cher, puisqu'en fait, le seul équipement dont on a besoin, c'est un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes, et puis une table, et puis des adversaires et des partenaires. C'est un jeu qui se joue avec un partenaire contre 2 adversaires. Et on peut l'emmener en voyage, c'est ça qui est fabuleux. Je pense que Michel Salin va l'emmener dans toutes ses... son jeu de cartes. C'est une bonne initiation. Et proposer aux joueurs de bridge de faire des voyages à thème. Voilà. Pas mal, ça. Sur le Transsibérien. Allez, vous oui. imaginez? Il y a déjà de nombreux voyagistes qui proposent des voyages bridge. Oui. Très bien. Vous voyez, un créneau. Mais peut-être. Et est-ce que ça entretient également la mémoire? Ah oui, bien sûr. On rencontre souvent des joueurs qui sont capables de se souvenir d'une donne qu'ils ont jouée il y a 10 ans. Et ils vont se souvenir des 52 cartes et de la répartition. Voilà.
Chapeau. Les grands champions sont capables de retenir des centaines et des centaines de donnes. Alors si vous voulez retenir des centaines et des centaines de donnes, allez sur le site de la Fédération de Bretagne de bridge pour trouver le club le plus proche de chez vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Jean-Louis Guillot, merci à tous. C'est maintenant l'heure du débriefing de Catherine qui nous rejoint de ce pas. En avion, en car, non, avec ses pieds. Juste en petite foulée. Puisque bravo pour cette émission de champions. Nous avons ici un plateau de champions. On parlait de la France championne du monde de bridge, monsieur. Nous avons également un recordman du monde, celui que Sébastien Loeb appelle le marathonien de la route. Michel Salin, l'homme aux 136 pays visités. Voilà, un record du monde. Voilà, nous avons également Gwendoline, bien sûr, championne du monde de la bonne humeur. Ouais. Nous avons également Carla qui s'apprête à battre ses concurrents étrangers à plat de couture, si je puis dire. Carla prête à affronter même des boxeurs, je crois, en cette saison. En tout cas, on peut lui souhaiter bon courage et on va pouvoir la soutenir sur les internets. J'ai noté quand même un petit carton jaune de la part de Michel à la 32e minute. Michel arrêté pour contrebande de pâté ENAF en Russie. Voilà, un petit arrêt de jeu. Michel, vous allez pouvoir reprendre le terrain, bien sûr, ce n'est pas grave. Voilà, Billy qui combat les lévriers en course à pied à la Bourbancais, ça c'est bientôt sur vos écrans à 9h50 le matin. Et puis nous avons également beaucoup de champions puisque Laurence, on peut le dire, vous avez quand même en cyclisme, on a eu une belle ascension de col avec le docteur après le Tourmalet, après le col du Mont Ventoux, c'est le col de l'utérus que nous avons proposé de visiter aujourd'hui. Désolée, n'oubliez surtout pas les sorties de route, bien sûr, faites-vous des frottis. Ce qui m'amène à mon deuxième carton jaune de cette émission pour la joueuse Postic. À la 36e minute, non Laurence, vous ne saurez pas si vos chroniqueuses font des frottis régulièrement, puisque cela ne nous regarde pas. Voilà, en tout cas, très belle reprise de saison. Bravo Laurence pour cette belle émission. Merci ma chère Catherine. Effectivement, ça ne me regardait pas, mais c'était juste pour le message et pour que nos téléspectateurs prennent exemple sur les jeunes femmes présentes sur ce plateau. Voilà, allez, merci à tous d'avoir été à nos côtés. Ce soir à 23h25, ne manquez pas le magazine In Situ présenté par Marie-Sophie Lacaro qui sera consacré au business du tourisme religieux et dont une partie en Bretagne. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. Quant à nous, on se retrouve demain mercredi. Vous retrouverez le best-of de votre matinale dès 9h50. Et puis on se retrouvera jeudi en direct avec Kelly Guyane Coteau, directeur du port-musée de Douarnenez. Nous évoquerons également les réserves naturelles de notre belle région en compagnie de l'association Bretagne Vivante. Et puis notre coach sportif Hugo Mamba, bien connu, qui lui, il monte le Tourmalet, lui. Oh oui, sûrement, je suis sûre. Il nous aidera à trouver les bonnes activités pour la rentrée, adaptées à notre profil sportif, on va dire ça comme ça. Sans oublier la sélection culturelle du week-end de Sabine Marimurgue. Voilà. Dites donc, fallait du souffle. Hein. Oui, allez, oui, on souhaite une belle journée à tout le monde. Merci à vous tous d'avoir été à nos côtés. Et on se retrouve jeudi matin en direct. Et n'oubliez pas le best-of demain, mercredi. Ciao, ciao.